Salut les amis, la meilleure cyclosportive. Alors ça y est, je me jette à l'eau dans le grand magma de médiatique. Je réponds à une question qu'on me pose très souvent sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, dans les mails, etc. Donc je finis par y répondre, mais ça me fout les boules de céder un petit peu à cette pression médiatique. Qu'est-ce que je pense des performances de Chris Froome? Alors écoutez, je vais vous le faire en plusieurs étapes. Et attention, c'est une vidéo coup de poing, donc âme sensible, tapez sur pause, ne lisez pas cette vidéo parce que là, je vous dis, j'y vais franco. Alors, d'abord, est-ce que les performances de Chris Froome me surprennent? Je vais vous dire honnêtement, non. Pourquoi? Parce que si vous regardez, depuis des années et des années, eh bien, il y a très souvent un coureur qui domine les autres et qui est au-dessus. Honnêtement, Chris Froome paraît au-dessus, mais quand on regarde les écarts chronométriques par rapport aux autres 4 fantastiques, enfin les 3 autres fantastiques et les autres leaders, il n'y a pas tant d'écart que ça, même si c'est vrai qu'il paraît facile et dominer le tour avec son équipe. Mais tout ça pour dire que c'est déjà arrivé, et pour ceux qui ont l'habitude de faire des courses, honnêtement, il n'y a rien de surprenant, quoi. Je veux dire, régulièrement, dans les courses, quelqu'un qui met dans une course sélective, donc en montagne, quelqu'un qui met 1 à 2 minutes à ses adversaires, oui, il domine la course, mais il n'y a pas de quoi s'étonner ou dire c'est non. Moi, deuxième point, ce qui m'étonne le plus, eh bien, c'est les contre-performances des autres qui semblent ne pas être préparés ou s'être bien préparés. Alors Contador, on peut le comprendre parce qu'il a fait le Giro et on peut se dire, tiens, il a fait une première semaine en réserve, en dedans pour s'économiser, puis arriver à la 3e semaine où c'est là que les différences vont se faire. Éventuellement, la 2e semaine, il n'a pas bien calculé, hein, le corps humain, c'est pas une semaine. Bon, on va voir ce que ça donne sur la 3e semaine, mais bon, moi je dirais que là-dessus, ce qui est plus étonnant que les performances de Chris Froome, c'est les contre-performances de ces outsiders et de certains coureurs français. Mais encore une fois, ça ne vient pas le corps humain et la préparation physique n'est pas une science exacte. Eh bien oui, contrairement à ce que le faire passer certains. Et donc, bon, c'est surprenant, mais après tout, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, 2 recadrages. Bam! Opération patate de forain, d'accord? Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est, s'il vous plaît, l'état d'esprit cycliste, il faut le changer. Pourquoi? Parce qu'en cyclisme, sitôt qu'un mec marche, la première chose qu'on fait, c'est de le suspecter de dopage ou de mettre un moteur dans son vélo ou je ne sais pas quelle autre connerie. Alors je vais vous dire une chose, voilà ce que j'en pense. Est-ce que Chris Froome est dopé ou pas? Je ne le sais pas et personne ne le sait. Je reviendrai dans le 2e recadrage tout à l'heure, mais voilà, personne ne le sait. Donc encore une fois, putain, excusez-moi cette expression du Sud, mais franchement quoi, on marche à l'envers en France et dans le cyclisme. C'est-à-dire qu'un mec, tant qu'il n'est pas pris de dopage, ok, qu'on le laisse tranquille, il s'entraîne à la dure, etc. machin, ça ne l'exonère pas si après il a fait quelque chose. Mais tant qu'on ne l'a pas pris, qu'on le laisse tranquille, la présomption d'innocence, je crois que c'est un des droits fondamentaux des droits de l'homme. Donc on arrête de se titiller le cerveau à se dire nous les droits d'homme, machin, etc. Qu'on les applique, point barre. Le mec il n'est pas pris, il n'y a aucune suspicion sur lui, on le laisse tranquille. Par contre, et alors là, c'est là où je ne suis pas du tout d'accord, et avec les médias et avec le vox populaire, une fois que le type il est pris, mais qu'on le massacre, parce que cet enculé, excusez-moi l'expression, il a pris la place d'autres mecs, il a pris la gloire d'autres mecs. Il y a des mecs qui se sont fait enterrer, ou alors d'autres qui ont souffert et qui n'ont pas eu la gloire qu'ils méritaient, parce que ce type-là, il a triché. Et même des mecs que j'adore, que j'aime bien, etc., une fois qu'ils ont été pris, ils n'ont pas à être commentateurs à la télévision, ou manager des équipes de France, et j'en passe, et des meilleurs, d'accord? Donc c'est vrai que l'autre jour, on a assisté à un petit débat entre Froome et Jalabert et Vasseur. Forcément, les anciens sportifs, et on pourrait parler de Virenque sur Eurosport, d'accord? Comme ça, on ne va pas penser que je fais une obsession à France 2, d'accord? Mais simplement, ces mecs-là, c'est vachement délicat, parce que s'ils disent rien, on dit qu'ils sont complices, et s'ils disent quelque chose, on dit, attends, camembert, mec, parce que toi, tu as goûté à la cerise, donc c'est bon, t'as pas de leçon à donner. Donc vous voyez, là, il y a une espèce d'hypocrisie ou de fonctionnement qui ne va pas et qui me déplaît parce que quand les mecs
Ils sont pas, on les a pas pris, on les accuse. Et quand les mecs on les a pris, ben on les met commentateurs, on les met télévisés. Même Armstrong, on l'a massacré, ok. Mais là il vient faire un tour sur le Tour de France. Tous les journalistes ils disaient ben c'est pas bien machin. Enfin ils en parlent quoi. Donc pour faire le buzz, on est prêt à faire n'importe quoi. Et ça sera mon deuxième recadrage. Mon deuxième recadrage, c'est encore une fois, je suis désolé, un reportage de France 2, mais il y a d'autres types qui se sont amusés à dire bon voilà, alors on va mesurer scientifiquement la puissance développée par Chris Froome, d'accord, ou d'autres d'ailleurs, voilà, en faisant le fameux calcul prouvé scientifiquement, d'accord, que vous prenez la vitesse d'ascension de Chris Froome sur la première ascension, vous prenez le temps qu'il a mis, le dénivelé, vous mettez ça en rapport avec son poids et vous pouvez déterminer sa puissance moyenne sur la montée. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Évidemment, c'est de la physique élémentaire que mon fils fait au collège, d'accord? Donc n'importe qui sait faire ce calcul-là pour dire que Chris Froome, il a développé tant de watts. Et si on ramène ça à son rapport poids-puissance, il est au-dessus de 7, ce qui est suspect. Jusque-là, je dirais, d'accord. Mais qu'un scientifique qui se prétende étudier le cyclisme, connaître le cyclisme, parce que ceci, cela, machin, etc., disent des conneries pareilles, mais c'est grave, parce que c'est juste pour passer à la télé. Pourquoi? Parce que tout simplement, Chris Froome, dans la première ascension des Pyrénées, d'accord, fait 7 km sur 12, donc plus de la moitié, dans le peloton mené par ses coéquipiers, d'accord? Donc derrière, il est à l'abri. N'importe quel abruti débutant qui fait du vélo, c'est que à l'abri, on économise entre 20 ou 30% d'énergie selon s'il y a du vent ou pas. Et pour les pros, même en montée, et oui, parce que certains vont dire ouais, mais Nicolas, dans les côtes, machin. Attendez, les pros, ils font des cols à 20-25 à l'heure, d'accord? Sur certains passages moins pentus, il y en a dans les côtes. Ils sont à 30%. Et là, moi, j'ai fait des tests avec des pros de la Pomme Marseille, d'accord, que vous connaissez. Mon ami Lionel, qui est entraîneur, l'a fait aussi avec certains de ces cyclistes professionnels. On a mesuré sur l'Espigoulier, clairement, la performance chronométrique d'un cycliste professionnel en montant l'Espigoulier et la même performance dans un peloton, dans une course. Résultat, qu'est-ce qu'il y a? Dans le peloton, il monte 1 ou 2 km plus vite et il dépense moins de puissance pour monter. Pourquoi? Parce que dans le peloton, il est tiré par les autres. Il y a le phénomène d'aspiration, il se repose. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on me dit que Chris Froome, il a développé je ne sais pas quelle puissance pour monter ce col-là, on oublie que plus de la moitié, il le fait avec 20% de moins. Donc après, quand on prend le truc moyen, on dit « Oula, mais c'est énorme !» En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si le scientifique, il avait dit sa démonstration, si on prend le truc de Chris Froome, la montée, le machin, etc., il a 7 watts, mais si on déduit le truc d'aspiration, on peut rien déduire, le type, il serait pas passé à la télé. Et donc aujourd'hui, pour que des mecs passent à la télé, ils racontent des grosses conneries, et même si les mecs, c'est des grands scientifiques. Donc il faut arrêter cette bêtise-là. Enfin, je réserve le dernier recadrage, les amis, pour vous. Enfin, pas pour vous personnellement, mais pour vous, les cyclistes. Encore une fois, que ce soit Chris Froome ou d'autres, ok, ou pour les courses régionales, ou pour les cyclosportives, etc. J'ai des mecs qui me disent « Ouais, tu sais, Nico, machin, j'ai bien marché, mais enfin quand même, il y a des types, ils marchent mieux, c'est suspect, parce qu'ils sont plus vieux, ils sont plus gros, ils sont plus grands, ils sont plus petits, ils sont plus légers, machin, etc. C'est suspect. » Alors, comme pour la crise médiatique là, où quand un mec marche, on commence par dire qu'il est dopé ou qu'il a un moteur dans son vélo, moi les mecs, ce que je vous dis, commencez par regarder la façon de s'entraîner. Chris Froome, il est dopé ou pas? On ne sait pas aujourd'hui, d'accord? Mais comme Lance Armstrong, j'ai pas peur de le dire, il y a quelques années, quand on ne savait pas qu'il était dopé, avant de l'accuser, on aurait mieux fait de regarder sa façon de s'entraîner. Parce que moi, à l'époque, je suivais quelques équipes professionnelles françaises, je caricature un petit peu, mais grosso modo, dans les années 90, l'entraînement des cyclistes français, encore une fois je généralise, c'était faire des heures de selle. Pendant que le père Armstrong, lui, il faisait des intervalles de qualité, il était beaucoup plus exigeant sur l'alimentation, l'hygiène de vie, la préparation en général, la planification, etc. Dans les années 90, peut-être qu'il s'est dopé, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
il faut aussi regarder qu'il a fait progresser l'entraînement. Aujourd'hui, Chris Froome et la Sky, il ne faut pas se leurrer. Ils ont un niveau de détail de préparation, mais qui fait halluciner. Les types, l'eau qu'ils boivent, c'est pas n'importe quelle eau. L'entraînement qu'ils font tel jour à telle heure, c'est pas n'importe quelle chose. Je vais vous dire deux trucs de préparation mentale sur lesquels je sais que la Sky fait la différence sur beaucoup d'autres équipes professionnelles. D'ailleurs, j'ai des cyclistes professionnels, soit que je connais, soit que j'entraîne, qui, je vais vous dire une chose, il ne faut pas se le cacher, en off, ils rêveraient d'être à la Sky. D'accord ? Donc 2 exemples de préparation mentale. 1, le débriefing. Ouais, ça paraît con, mais la Sky, ils débriefent les courses et en fonction de ça, ils en tirent des améliorations dans l'entraînement, dans la façon de pédaler, dans la façon de gérer, etc. Je ne suis pas sûr que toutes les équipes professionnelles aient un niveau de débriefing dans le détail pour planifier l'entraînement aussi performant que la Sky. Je vous garantis que ça fait une différence. Deuxième chose sur laquelle je suis sûr qu'il y a un écart, là où ils sont très bons, c'est sur le management. Les gars, la motivation, la façon dont on planifie. Je vais vous dire, la réalité, c'est que 90% des cyclistes professionnels, ils se sentent seuls toute l'année. Parce que grosso modo, ils ont vaguement des plans d'entraînement à faire. Okay. Quand ils se rencontrent dans les stages d'entraînement, en général, pas tout le monde est au même niveau parce que on découvre qu'on va en stage, mais on ne sait pas quel sujet, quel thème, etc. Bref, souvent, les mecs se sentent seuls. La Sky, je vais vous dire, ils font régulièrement des entraînements ensemble. Les entraîneurs appellent régulièrement les athlètes. Ils en ont quand même une dizaine, il ne faut pas déconner, quoi. D'accord ? Ok ? Et quand les mecs, ils ont des stages qui sont prévus, ils savent quel est le thème, quel est le niveau qu'ils doivent avoir, qu'est-ce qu'ils vont travailler ensemble. Et tout le stage, ils travaillent tous ensemble et pas chacun de leur côté. Les sprinteurs d'un côté, les grimpeurs de l'autre, machin, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, ça tire tout le monde vers le haut. Et puis, quand arrivent les grands tours, les mecs, ils travaillent ensemble. Ils ont un esprit d'équipe. Alors, je ne sais pas analyser sur tout, d'accord, parce que je ne suis pas dans les secrets du fameux bus de la Sky. Mais je vais vous dire, avant de critiquer un mec, regardez sa façon de s'entraîner, sa façon de vivre, sa façon de s'alimenter, à quelle heure il se couche, quel est le niveau d'exigence. Et après, vous critiquerez. Parce que je vous rappelle la vidéo que j'ai fait sur le dopage. Regardez bien les études qui sont faites sur le dopage. Le niveau de progression grâce au dopage, il n'est pas aussi important que les progrès phénoménaux qu'on accuse certains et que si on regardait leur façon de s'entraîner, ça serait mieux. Voilà les amis, je suis désolé pour cette vidéo un peu longue, d'accord, et encore une fois coup de gueule, mais encore une fois, je vous invite, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, à le mettre juste en dessous dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur le blog. Si bien sûr vous n'êtes pas d'accord, mettez-le aussi et puis donnez vos éléments et vos arguments. Moi je suis absolument ouvert, il n'y a pas de dogme dans ce que je dis juste mon point de vue et coup de gueule par rapport à cet état d'esprit délétère, dégueulasse, qui est qu'on accuse les gens avant d'avoir des preuves et puis quand après ils ont été convaincus, on les met dans des instances, etc. Enfin, je n'exhorte pas le fait aussi que honnêtement, et c'est mon dernier coup de gueule, allez excusez-moi, en PS, d'accord, c'est vrai, je suis d'accord avec Bernard Hinault, d'accord, quand même, il ne faut pas déconner. La Foire Puerto, il y avait plus de 200 athlètes, ok, on a parlé des 50 cyclistes et des quelques-uns qui sont connus. Les footballeurs, les tennisman, les pilotes de Formule 1, vous en avez entendu parler, vous ? D'accord ? En 98, l'Assemblée nationale a fait une étude approfondie qui a révélé quelque part l'affaire Jalabert, d'accord ? Ok, il y a eu Jalabert qui a été ailé sportif, d'accord ? En 98, ça vous rappellerait, hein, Coupe du Monde de football, machin, etc. On n'en a pas parlé des types, d'accord ? Qu'est-ce que vous pensez que dans le tennis, les mecs ils disent ouvertement dans des interviews « Ouais, j'étais fatigué, on m'a fait des infiltrations ». Attendez, dans le tennis, les mecs ils prennent des corticos. André Agassi en parle dans son livre, qui prenait des corticos parce que le matin il ne savait plus se lever. Dans le cyclisme, vous faites ça, vous êtes mort, d'accord ? Donc il y a quand même aussi ce délire-là. Enfin, vous voyez, on est un peu dans un délire. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, je ne m'occupe pas de ça. Une fois, je mets mon coup de gueule, puis maintenant, je vais m'occuper de moi, de mon entraînement, bien évidemment de mes athlètes et de mes lecteurs que j'adore. Voilà, pour qu'on s'éclate à faire du vélo. Franchement, le monde professionnel, pour moi, ce n'est pas mon niveau. Quand ça me donne une source d'inspiration, tant mieux. Et tout ce qui est le reste, je le dis une fois, et maintenant c'est fini. Je ne parlerai plus des affaires de dopage et autres dans le Tour de France. Vous connaissez mon point de vue. Donc maintenant les amis, moi je vais m'entraîner. Je vous souhaite de le faire avec beaucoup de plaisir, d'amour de vos proches. Et maintenant, à vous de jouer. Laissez vos commentaires, partagez-la. Et moi je vous dis à plus.